Tiens, restons par là. Il était 8e Dillingham, 7e à Portland. On a pris Donovan Clingan. Yes. Donc, tu nous avais dit 2 mots déjà la dernière fois pour dire que même lui, s'était fait, qui était un top défenseur, s'était fait ouvrir, hein, je crois, c'était ton terme, par Zach Edey sur un match de post-up. Mais Clingan, donc un pivot, drafté par Portland qui pourtant a DeAndre Ayton, mais on est a priori sur plutôt, hein, donc tu vas me dire, mais le profil pivot intelligent, mais surtout donc défenseur All-NBA. Ouais, c'est ça, c'est que... All Defense, pardon, excuse-moi, pas pour l'NBA, All Defense. Les espérances sont d'avoir un défenseur qui peut effectivement être dans une All Defensive Team. Donovan Clingan, c'est un bon goal god physique, c'est un joueur énorme contreur, c'est un joueur qui fait très peu de fautes, donc UConn aussi champion, qui a fait 2 ans. L'an dernier, il y avait déjà eu ça avait un peu reniflé la draft pour voir s'il pouvait y aller ou pas, mais il était doublure de Adama Sanogo, qui est maintenant two-way player en NBA. Et c'est un garçon qui a arrêté tout le monde toute l'année, sauf Zach Edey en finale. Et à côté de ça, bon passeur. Excellent poseur d'écran, des écrans très bien posés, il est capable d'appuyer et de rouler, il est capable aussi de slipper, la pose d'écran elle est rapide, les pieds bougent très bien, il jaillit très bien vers le cercle, les mains elles restent hautes, et excellent sur le hand-off, capable de faire des passes aussi depuis cette position assez haute pour de la coupe, passe au sol, passe direct, passe lobé, donc un joueur qui a de la vraie vision de la manipulation. Garçon qui a été très apprécié dans tout le circuit, dans tous les workouts par son intelligence au global et le fait que il avait de la conversation et que c'était pas uniquement le basket et que c'était pas non plus trop limité intellectuellement. C'est un gars qui avec qui tu peux avoir une vraie discussion avec des vrais projets qui entend très bien dans les limites. Il y a pour moi 2 choses. La première chose de Donovan Clingan, c'est le temps de jeu. On a un garçon qui a du mal à être très efficient sur un temps de jeu assez long. Au bout de 5-6 minutes, on voyait un garçon qui était souvent très très cuit. Ah oui, à peine 22 minutes par match à UConn cette année. Ouais, il joue très peu. Alors l'an dernier déjà il jouait peu. Il s'est fait une blessure au pied en début d'année. Assez vilaine, qu'il a écarté des parquets, donc on a fait attention avec ce corps très imposant en plein développement, hein. C'est un garçon qui prend beaucoup de masse et qui grandit et qui tirait facilement la langue. Alors qu'on avait une pace qui était rapide, on avait un jeu très exigeant pour les intérieurs, on l'a dit, hein, énormément de mouvements, et donc lui il mettait des écrans ligne de fond, il remontait, il devait rouler, il devait continuer, enfin donc vraiment c'était très très dur, très exigeant, mais il tirait bien la langue, donc je trouve ça plutôt cohérent qu'on arrive dans une équipe NBA où il y a 2 autres intérieurs pour le moment à l'heure où on parle devant lui, Ayton et Robert Williams, parce qu'on sait que ça va être un projet de développement, de maturation physique. Et la deuxième chose, c'est la finition près du panier. Alors les chiffres montrent qu'il finit plutôt bien près du cercle. Maintenant, il jouait dans une ligue, la Big East, une conférence la Big East, où il y avait qu'un seul pivot qui faisait à peu près 2m8, 2m10. Les autres pivots étaient vraiment bien plus petits. Donc il a dominé près du cercle par sa grande taille parce qu'il n'y avait pas d'opposition physique, mais c'est un joueur quand on est arrivé en March Madness ou face à Ryan Kalkbrenner, à Quayton, l'autre pivot de grande taille, et qu'on a dû l'écarter un petit peu, qui a monté des vrais soucis de finition, qui est pas capable, tu vois, de faire un petit hook, de faire un bras roulé, qui a très peu de fondamentaux de pied. Donc c'est vraiment ce pivot défensif très grand qui finit près du panier, mais qui va pas pouvoir. Tu vois, Rudy Gobert se fait beaucoup cibler là-dessus. On est un peu dans cet archétype-là, dans ce stéréotype-là, offensif. D'accord. Ok, donc on est quand même sur un joueur qui, mine de rien, a joué que 1200 minutes en 2 saisons NCAA. Bon, 2 titres, hein. C'est déjà ça. Ouais. Non, mais 1200 minutes, je crois que Lou Holden, parfois, il faisait ça en une campagne de playoff pour Thibodeau, quoi. J'exagère un peu, mais c'est vrai que cet aspect de, en plus, les matchs NCAA sont un peu plus courts,
Mais c'est toujours un indicateur un peu à surveiller. Alors j'ai pas de nom en tête qui me viennent, mais si, Joel Embiid était un peu comme ça, où je sais que Nico à l'époque, Steel Ballin, à qui on parlait beaucoup, l'écho des parquets et tout, nous on parlait de ça, du fait que ouais, il est fantastique sur ses 20 minutes, mais c'est que 20 minutes quoi. Et puis en plus Embiid, tu sais, c'est un mec qui sortait de nulle part un peu, relativement, en tout cas il a pas beaucoup un gros passif en Amérique, etc. Et donc voilà, il y a toujours un peu ce côté qui te double, quoi, parce que c'est très bien ce que tu fais, mais pourquoi est-ce que tu joues aussi peu, quoi? Est-ce que c'est juste une simple question de conditions physiques? Et à ce moment-là, c'est pas grave, ça peut aussi venir cadre professionnel, etc. Et d'ailleurs, c'est venu pour Embiid. Ou est-ce que il y a peut-être d'autres problèmes différents? Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu as l'air de dire, on est déjà sur un défenseur qui potentiellement peut avoir un très haut plafond en termes de défense, mais que justement, tu vois, par rapport à Walker Kessler, que moi j'adore, mais le problème de Kessler, c'est que c'est un phénomène défensif, même en NBA, mais le problème c'est qu'il est pas trop viable, quoi, sur le terrain en attaque, parce qu'il n'y a pas de passing, il n'y a pas de finition aérienne, pas de shoot non plus, évidemment, pas de création. Donc tu dis, ouais, la défense est fantastique, mais c'est quand même compliqué, quoi, de le mettre sur le terrain dans des environnements compétitifs. On verra où est-ce qu'il peut atterrir, parce que la défense est à ce point bonne, mais bref, pourquoi je dis ça, c'est que t'as l'air de dire qu'on est quand même, on transcende un peu ce simple, cet archétype du simple. Je suis le pivot défensif, mais je peux pas aider nulle part. Ne serait-ce que ce côté passing, ça fait du bien, quoi. Ouais, il ouvre beaucoup de choses en étant campé derrière la ligne à 3 points. Alors c'est un joueur qui a pu shooter un peu à 3 points, Donovan Clingan, notamment dans des matchs un peu de pré-saison de roulage, et puis en pré-saison à Portland, si on regarde la Summer League, pardon, ouais. On lui a donné carte ouverte pour prendre des shoots extérieurs. Alors il a été catastrophique, mais dans les workouts, il a été très 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 efficace sur le tir à 3 points. Lui et Zach Edey. Zach Edey, on a parlé la dernière fois, c'est des joueurs qui ont passé leur campagne universitaire près du panier. Mais Donovan Clingan a fait des très belles choses à 3 points. Zach Edey a fait des très belles choses à 3 points dans plusieurs équipes différentes. Donc en tout cas, plusieurs scouts se sont dit, ok, il y a peut-être quelque chose de plus à développer. Et puis voilà, le passing, pour moi, qui est vraiment impressionnant pour la taille et cette mobilité. Donc je pense qu'il va pouvoir ouvrir plus d'espace pour ses attaquants. On est dans une équipe en plus où tes forts potentiels, c'est des arrières. Ouais. Donc il fallait donner justement de la liberté verticale dans tous les sens du terme. Et donc c'était un choix qui se roulait bien. Et ouais, pour le temps limité de jeu, c'est quelque chose que j'ai souvent mis en avant. Avec qui on a eu des débats houleux encore sur Envergure en disant ouais, mais pour moi il joue que 18-20 minutes, ça devient complexe. Mais voilà, il y avait vraiment ce conditionnement physique et cette remise de blessures qui ont beaucoup joué pour lui. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, cet aspect de passing, c'est bien parce que ça peut le rendre fonctionnel de plein de manières différentes, en fait. Et c'est ce que n'a pas Kessler, ou ce qu'on n'a pas tu vois, même un Capella ou des mecs comme ça. C'est encore Capella, il a la finition verticale, donc il peut servir à ça. Mais ce qui est bien, c'est cet aspect de soit il développe le jump shot et donc il peut apporter un spacing de par le jump shot, soit si ça bloque, ou alors il peut faire les deux. Mais il peut aussi, tu lui donnes la balle un peu en tête de raquette ou dans des systèmes en 5-out ou quoi. Et s'il y a un peu de passing et au moins des lectures basiques, tu peux l'éloigner du panier même sans shoot. Et donc, et arriver aussi à bricoler comme ça. On sait que c'est à ce point aussi important actuellement le spacing en NBA, évidemment. Mais bon, je comprends aussi que a priori en termes de création pure, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ou même en potentiel long terme, alors non? Ouais, c'est ça, c'est que dans cette cuvée-là, dans une cuvée plus classique, tu vois, par rapport à Walker Kessler, on les a beaucoup comparés. Walker Kessler était beaucoup plus impressionnant sur le bloc. C'est des chiffres de bloc qu'on n'avait jamais vus. Ouais. C'était vraiment monstrueux. Et Walker Kessler, UNC, quand il sortait du lycée et qu'il arrivait à UNC, c'était un shooter à 3 points. C'était le fantasme du 5-out Brook Lopez qu'on n'a jamais retrouvé et donc qui n'a pas été développé chez Kessler. Et donc peut-être que Clingan dans une autre cuvée serait tombé. Voilà, maintenant il a effectivement 2 années où il est champion, il est dans un dispositif où ça s'est joué. Dan Hurley l'a félicité de fou pour ses sacrifices. Il a dit que c'était le joueur qui avait fait le plus de sacrifices sur ce qu'il savait faire individuellement. Donc ça c'est de plutôt bon augure. Et encore une fois dans le développement physique, c'est Jus chez nous qui en parlait, qui me dit regarde son corps, en fait en haut du corps c'est très impressionnant, mais le bas du corps c'est très humain.
il a des jambes qui sont pas encore très très larges. Il y a encore de la masse musculaire à prendre, du développement à prendre pour que l'ensemble soit cohérent. Et donc ça peut aussi expliquer ce petit temps de jeu, c'est que bah oui, tu le regardes, effectivement il fait peut-être de 13, il fait peut-être 105, 110 kilos, mais le haut est très formé, mais le bas est encore à développer. Et alors la question charnière pour moi, c'est défense, ok, à quel point il peut devenir élite alors, à quel point tu le projettes pour est-ce qu'on est sur bon bah t'es sympathique, est-ce qu'on est sur ok t'es une pièce importante d'une vraie bonne défense et puis voilà, est-ce qu'on est sur défenseur de l'année, où est-ce que tu projetterais un peu le potentiel maximum et comment est-ce que tu un peu répartis ses forces en termes de pick and roll, protection de panier, où est-ce que ça peut la taper en fait? Bah, ce que je trouve très très fort chez lui, c'est que de base c'est un défenseur de pick and roll sur drop, tu vois, qui va rester assez bas, mais c'est sa petite mobilité. Il comble tellement bien les petits espaces et il bouge tellement bien ses pieds pour les changements de direction. Donc c'est un joueur qui peut aller chercher un porteur de balle assez haut vers la ligne des lancers francs, qui peut très bien accompagner son porteur de balle tout en couvrant un petit peu le beat qui roule. Il peut vraiment anticiper les changements. Il contre des deux mains, il protège le cercle, il sécurise le rebond. Il sait se positionner, il y a le box-out qui est présent. Donc voilà, on n'est pas sur le très grand en fait qui met des bâches et qui reste tout en dessous. C'est un joueur qui a vraiment cette mobilité là. Il a été mis sur certaines situations de switch. C'est pas quelque chose qu'on va attendre de lui, mais sur de la fin de possession, tu vois, il y a une grenade à lancer, il reste 3 secondes et ben on peut le faire switcher. Il va pas faire de bêtises. Et dans un système universitaire où quand tu fais 2 fautes, tu rejoues pas de la mi-temps. Il a vraiment été d'une propreté à savoir rester droit. C'est un garçon qui reste droit, qui encaisse le contact et qui ne bouge pas, qui fait pas de faute. Toute la March Madness, il est d'une propreté incroyable. Et face à Zakidi, alors Zakidi lui met 45, mais la consigne c'est ne fais pas faute. Ouais. Et il fait une faute assez tôt dans le match, je crois au bout de 4 minutes, il y a une faute. Et on se dit, ah mince, tu vois, enfin, pour moi, c'était la charnière du match. Il en fait une deuxième, c'est fin de match pour Yukon et Iowa peut gagner le match. Et ben non, il va contester. Alors, il va se prendre des paniers, mais il va le forcer à reculer. Il va forcer Zakidi à se fatiguer tout en coupant toutes les défenses, enfin, tous les tirs extérieurs pour les autres défenseurs. Il le prend individuel et il fait pas cette deuxième faute. Et du coup, ben, Yukon roule sur Iowa et fin de match. Et j'ai vraiment été bluffé par cette maturité dans son jeu et cette capacité à rester sur le terrain et à faire exactement ce qu'il faut pour que l'attaque, pour son équipe elle gagne, tout en se prenant des paniers sur la tête. D'accord. Donc on est sur de la mobilité, mais pas la mobilité. C'est pas Van Mobley, c'est pas Chet Holmgren, c'est pas. Non, voilà, pas Badebayo, non. C'est un grand, bah vraiment le. Jarrett Allen un peu, c'est-à-dire le drop, mais qui bouge un peu quoi. Ouais, et puis bah pour moi on peut même aller jusqu'à presque un Rudy Gobert. Alors je sais, tu vois, Rudy bouge excellemment bien. Enfin, Rudy Gobert, les gens, il y a beaucoup de débats sur son deep boy, pas de bon défenseur et tout. Si, c'est un incroyable défenseur parce qu'il bouge très bien pour sa taille, qu'il est très très large. Voilà, pour moi, on peut être dans ce moule-là vraiment. C'est un titulaire dans une équipe NBA de playoff. Et c'est un fort défenseur que tu peux. Genre, je suis pas Larry Bird, mais pour moi, ce mec-là vaut 100 millions. D'accord, ok. Est-ce que tu les as les données ou non? Non, je les ai pas, mais Willie Collison les a pas pris, donc s'il te plaît, mon cher Donovan Keegan, va demander ça aux Blazers. Et puis il est c'est Mike Schmitz qui l'a dans le coaching, dans le staff de Portland qui l'a pris, et j'ai confiance en Mike Schmitz encore. Donc. Et sur la pure protection de panier. Tu vois, si je te fais le duel avec Kessler, on est d'accord que Kessler est encore un peu au-dessus, quoi, en termes de qualité de base. Mais parce que Walker Kessler, c'est un phénomène. D'accord. C'est monstrueux, vraiment. Faut regarder, je crois qu'Alan m'avait dit on avait checké dans l'histoire moderne, je crois que sur les 25 dernières années, personne n'a fait les chiffres en universitaire que Walker Kessler a fait. Et puis tu vois, les 30 dernières années. Même en NBA, ça fait 2 ans qu'il est autour des la perte d'efficacité infligée au panier, il est autour des moins 13% depuis 2 ans. Donc en gros, il est soit premier, soit deuxième depuis 2 ans. Alors que rookie et sophomore. Après voilà, il joue que 20 minutes par match, parce que Will Hardy à Utah, il aime beaucoup l'attaque aussi, et qu'il y a des limitations de viabilité offensive, Kessler,
bon, c'est comme dit à quel point c'est juste de comparer Klingan à un phénomène Kessler, mais voilà, ça peut en tout cas être un profil hyper polyvalent, et moi je te suis totalement là-dessus. On aimerait juste qu'il y ait un peu d'attaque, et puis ça nous fait un très très bon joueur, quoi, d'après ce que tu nous dis. Ouais, de la finition au panier. Juste moi, s'il y a un mismatch et qu'il y a un switcher un petit capable de terminer, quoi, tu vois, genre un arrière ailier, enfin, voilà, il y a le cliché, mais Walker Kessler, tu l'emmènes à plus de 30 cm du panier, enfin, Walker Kessler, pardon, de Klingan 30 cm du panier, et que c'est pas sa main forte, bah, il va ressortir le ballon, quoi. Et ça, c'est vraiment problématique pour moi. Oui, c'est un peu on n'attend pas que les pivots aujourd'hui, à part les stars, aient un post-up de création, mais au moins un post-up de punition de mismatch. Au moins ça. C'est ça. C'est un peu c'est hyper important. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.